The Conversation France. C'est bien le suspense de savoir qui sera le prochain président. Comment sait-on que les élections présidentielles ne sont pas truquées? Est-ce qu'on peut se présenter quand on a fait de la prison? Pourquoi il y a besoin de plusieurs partis pour des élections? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au collège Marie Curie des Lilas à côté de Paris. Je suis Fabrice Rousselot de The Conversation France et nous avons décidé de nous rendre dans une classe afin de mieux comprendre les enjeux des élections présidentielles pour les jeunes. Pour ce second épisode du podcast Ma classe en campagne, nous allons évoquer la démocratie, ce qu'elle représente pour les jeunes aujourd'hui, mais aussi comment ils la vivent au quotidien. Afin de répondre aux questions des élèves, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Pierre-Henri Tavoyot, philosophe, maître de conférences à Sorbonne Université, président du Collège de philosophie. Bonjour Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. On commence avec une première question. Marius, c'est quoi une démocratie ? Ah, vaste sujet. C'est quoi la démocratie? C'est peut-être la question la plus compliquée, mais il y a une belle définition de la démocratie qui a été donnée par le président américain Lincoln, qui disait « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Donc c'est une magnifique définition, elle a l'avantage d'être claire, tellement belle d'ailleurs que les Français l'ont incorporée à leur constitution depuis 1946. Cette phrase-là, cette définition-là fait partie de la constitution de la République française, qui n'était pas démocratique au départ, en tout cas formellement, elle le devient à partir de 1946. Simplement, alors cette définition est magnifique, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais aussi très énigmatique, parce que voilà, il faut savoir ce qu'est un gouvernement, ce qui n'est pas déjà pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire, gouverner les autres? Et puis surtout, savoir ce qu'est le peuple. Et ça, c'est encore plus compliqué, parce que le peuple, on a d'un côté un petit sentiment d'évidence, c'est-à-dire qu'on croit qu'on sort dans la rue, puis le peuple, on va le voir. C'est ce que font souvent d'ailleurs les candidats en campagne. Ils vont à la rencontre des Français, ce qu'en font parfois les journalistes, en disant on va interroger les Français. Donc on a l'impression que les peuples sont, voilà, c'est accessible, on l'a sous la main. Et en vérité, le peuple, c'est très difficile à trouver. On le trouve jamais véritablement. C'est pas simplement la société, c'est-à-dire les gens qui vivent ensemble. C'est pas simplement la société, parce qu'il faut, au-delà de la vie ensemble, quelque chose qui fasse lien, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vie commune. Donc le peuple, c'est pas simplement la société, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'État. L'État, c'est ce qui permet aux gens de vivre ensemble dans la durée, avec un passé commun, avec des règles communes, peut-être aussi avec un projet commun. Mais il ne suffit pas d'avoir un peuple-État, peuple-société, peuple-État, il faut aussi avoir un peuple, ce que j'appelle opinion, c'est-à-dire discuter ensemble de la manière dont on veut vivre en commun. Donc au fond, on a déjà trois figures de peuple. Le vivre ensemble, le vivre en commun et le discuter ensemble de la manière dont on veut vivre en commun. Donc on voit que ce peuple et cette démocratie, ce peuple est très compliqué. Et si ce peuple veut bien vivre ensemble, il faut qu'il respecte des procédures. Et voilà comment on peut définir, en tout cas c'est ma définition de la démocratie, c'est une méthode de décision collective, d'action collective, qui passe par 4 moments. Pour qu'on soit en démocratie, il faut des élections, pour nommer ceux qui vont être responsables et désigner ceux qui vont être responsables. Il faut des délibérations. Alors délibération, c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire qu'il faut échanger pour décider. C'est-à-dire qu'une décision ne vaut que si elle a fait l'objet d'une discussion commune. Donc des élections, une délibération, une décision, c'est qu'à un moment donné, il faut trancher. Alors c'est un peu pénible, c'est un peu douloureux, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais voilà, il faut trancher, c'est ça ce qui est très important en démocratie aussi, ne pas l'oublier. Et puis ensuite, une fois qu'on a tranché, il faut rendre des comptes. Rendre des comptes, ça veut dire que la démocratie est le seul régime dans toute l'histoire de l'humanité qui prévoit qu'à un moment donné, le pouvoir s'arrête et que celui qui l'a eu, qui l'a exercé, doit redevenir devant les électeurs puis dire voilà, est-ce que vous avez été satisfait ou pas? Et ça s'appelle rendre des comptes, c'est tout simplement être responsable. Donc, une démocratie, c'est des élections, des délibérations, des décisions et de la reddition de comptes. Et s'il manque une seule de ces étapes, on n'est pas en démocratie. Alors justement, trancher et rendre des comptes, on l'a vu avec la pandémie. Et je crois qu'on a une question concernant la pandémie. Raphaël, est-ce que le Covid met en cause la démocratie ?
Alors c'est vrai qu'on a vécu une période vraiment compliquée et je pense que vous dans les collèges vous l'avez vécu de manière très douloureuse parce qu'en plus quand on est jeune on a envie d'accéder à la liberté, de rencontrer les amis, de sortir dehors. Enfin voilà, c'est le moment où on émerge à quelque chose d'autre, on sort de l'enfance quoi et donc on a envie d'être grand tout simplement et puis d'avoir les attributs d'être grand. Donc je crois que cette période tout le monde l'a vécu de manière extrêmement douloureuse. C'était comme on dit une période de privation de liberté. Et donc, en effet, on peut se dire, voilà, après tout, ces libertés auxquelles on tient, est-ce qu'elles n'ont pas été transgressées? Est-ce qu'elles n'ont pas été niées par un régime politique et par l'État? Alors, il faut faire attention parce qu'on n'est pas seul au monde et on a besoin de respecter certaines règles pour vivre avec les autres. Donc, la démocratie, c'est certes la liberté, mais c'est la liberté dans la limite de celle des autres. Et donc, il faut aussi protéger les autres. Donc, ma réponse à ta question, qui est vraiment très intéressante, serait clairement non. Nous ne sommes pas sortis de la démocratie avec les Covid. On a respecté les règles habituelles de la démocratie. Il y a eu des élections compliquées. Il y a eu beaucoup de débats, donc beaucoup de délibérations. Il y a eu des décisions qui sont prises. Certaines étaient mauvaises. Mais j'allais dire, regardons-les avec un tout petit peu de mansuétude, parce que dans une période de crise, c'est toujours très difficile de décider. On ne sait jamais très bien. Donc, faut toujours se poser la question, est-ce que si j'étais à la place du gouvernant, j'aurais fait mieux? Donc, il y a eu des décisions qui sont prises. Et puis, il y a un moment intéressant, c'est cette campagne électorale, cette campagne présidentielle, où effectivement, ceux qui étaient en poste vont devoir rendre des comptes devant les élus, devant les électeurs, pardon. Et on verra si les électeurs sont satisfaits ou pas. Certains manifestent en disant que c'était scandaleux, d'autres disent finalement on s'en est pas trop mal sorti. Voilà, donc c'est le moment un peu critique où après une crise, on examine l'action des responsables politiques pour voir s'ils ont pas bien agi, parce que c'est toujours difficile de gérer crise, mais limiter la casse, si je puis dire, c'est déjà bien. Alors justement, la classe avec laquelle nous avons échangé tout à l'heure se pose des questions à la fois sur les gouvernants, mais aussi sur leur propre rôle. Prochaine question qui vient, je crois que c'est Anna. Anna, est-ce que la démocratie, c'est seulement élire un représentant qui prend les décisions, ou est-ce que tous les citoyens peuvent participer ? C'est une excellente question qui va au cœur du problème. Parce que, effectivement, on pourrait se dire, c'est ce qu'on dit souvent en démocratie. En démocratie, j'ai mon mot à dire. En démocratie, j'ai le droit de décider. Quand on reprend la définition que je citais tout à l'heure, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, on a le sentiment qu'à tout moment, on peut dire ce qu'on pense, on peut influer sur la décision, montrer qu'on n'est pas d'accord et éventuellement bloquer cette décision. Donc, en effet, c'est pas simplement élire, c'est participer à la vie de la cité. Alors simplement, il faut bien voir les choses. Cette participation doit se faire dans le respect d'un certain nombre de règles du jeu. Voilà. C'est comme dans un sport, c'est comme au foot, si on disait, je suis pas d'accord avec la décision de l'arbitre, je vais pester, je vais contester, ça arrive très souvent. Même d'ailleurs quand l'arbitre a pris une mauvaise décision, simplement c'est l'arbitre. Voilà. Et donc on le respecte, ça se fait parfois pas toujours, mais il faut le respecter, et même quand il a pris une mauvaise décision, il faut respecter les règles du jeu. Donc la démocratie, c'est quelque chose qui est très compliqué en fait, c'est pas du tout quelque chose de simple, c'est j'exprime mes opinions dans le respect de celles des autres, en essayant de ne pas empêcher ceux qui sont en désaccord avec moi de l'exprimer. Il y a des décisions qui sont prises avec lesquelles je ne suis pas d'accord, simplement elles sont prises sous le règne de la majorité, et donc il me faut aussi, c'est parfois très difficile, très douloureux, respecter le fait que la majorité n'est pas d'accord avec moi. Et donc essayer d'éviter effectivement de mettre en péril la vie commune par la contestation permanente, par la désobéissance permanente. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où on peut se dire, oui, mais vraiment, là, ils exagèrent, là, c'est vraiment scandaleux. Donc, on a envie de résister, certes, mais il faut savoir qu'en démocratie, il y a toute une série de procédures de résistance. On peut parler dans les médias, donc écrire ou dire qu'on n'est pas d'accord. On peut manifester, on peut éventuellement se mettre en grève, on peut faire des procès, il y a toute une série de moyens de manifester son désaccord entre deux élections
avec des gouvernants. Et donc, avant de vouloir entrer en résistance et le cas échéant violente, il faut avoir, si je puis dire, épuisé tous ces moyens. Et puis, rien ne vous empêche après de vous présenter vous-même pour dire, écoutez, jusqu'à présent, on a fait une politique avec laquelle je ne suis pas d'accord, donc je vais me présenter. Alors, pas tout de suite au collège, mais plus tard. C'est une belle mission que d'essayer de convaincre ses compatriotes pour dire qu'on a une vision du monde qui a de l'intérêt et qui peut être défendue. Donc, vous avez évoqué les médias, et c'est vraiment une question aussi que nous avons rencontrée tout à l'heure avec la classe de 3e 5 du collège Marie Curie. Je crois que c'est Amine. Amine, quel est le rôle des médias en démocratie ? Le rôle des médias en démocratie, c'est un rôle qui est absolument décisif. C'est vraiment très très important parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une figure du peuple, au-delà de la vie ensemble, société, au-delà de l'État. C'est une figure du peuple, c'est celle de la place publique, on pourrait dire. À Athènes, dans la Grèce antique, c'était l'ecclésia, on appelait ça une assemblée du peuple, et les citoyens se réunissaient, discutaient ensemble. Alors évidemment, c'est un peu compliqué en France parce qu'on est très nombreux, puis on n'habite pas à côté, donc c'est difficile de se réunir sur la place publique, mais en fait les médias ont cette fonction d'échanger des idées, d'échanger des informations, d'échanger des critiques, et ce rôle des médias est vraiment capital parce que sans ces médias, sans cet échange, c'est très profond, sans cet échange, eh bien on ne peut pas vivre en commun véritablement parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ont des tabous, des interdits, il y a des choses qui passent en catimini, personne ne le voit, donc non, c'est très très important. C'est l'espace de ce que les philosophes des Lumières appelaient la publicité. La publicité, c'est pas la pub, c'est pas que la pub, c'est au contraire l'idée que toute idée mérite d'être rendue publique. Voilà, ça c'est une idée très très profonde. Simplement, il faut bien constater qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, il y a des menaces sur ces médias qui ne sont pas simplement des menaces de propagande de l'État qui voudrait les contrôler. Ça, j'allais dire, on sait faire. C'est surtout le fait qu'il y a tout ce que vous utilisez tous les jours, des réseaux sociaux, des fake news, des rumeurs, des infotox, comme on dit en français, c'est-à-dire le fait que finalement, face à l'information, on n'est jamais sûr que c'est vrai, que c'est juste. Et on est très désemparé. Alors, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont désormais plus armés que peut-être l'était la génération précédente pour se méfier aussi de ces informations. Donc, je pense que vous avez de l'esprit critique beaucoup plus que par le passé. Mais voilà, il faut bien avoir conscience que tous ces réseaux sociaux, qui sont par ailleurs très utiles et très intéressants, mettent en péril des informations fiables. Parce qu'on sait d'ailleurs que les informations erronées, les fake news, circulent beaucoup plus vite, presque 4 fois plus vite que les informations qui sont exact. Et vous voyez, même quand je dis exact, j'utilise des guillemets parce que qu'est-ce qu'une information exacte ? On est tous dans une sorte de doute. Voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant, d'autant qu'on sait aujourd'hui qu'un espace public ouvert, c'est très fragile. Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent diffuser sciemment des mauvaises informations, qui peuvent alimenter même peut-être des puissances étrangères. Donc il faut être extrêmement vigilant et pour ça, il y a une seule réponse possible, c'est l'école, c'est l'apprentissage de l'esprit critique, c'est être vigilant, pas être dans le doute permanent. Il ne s'agit pas de douter de tout, mais essayer d'évaluer, de mesurer la fiabilité, la validité d'une information. Et pour ça, effectivement, il n'y a qu'une réponse, c'est la culture. Voilà, il faut se cultiver, il faut se cultiver, ça permet d'avoir des visions du monde, des lectures. Voilà, donc c'est bien ce que vous faites à l'école, je pense. Autre question sur un tout autre sujet. Walid, pourquoi les femmes ont-elles moins de droits que les hommes dans la démocratie ? Ah, Walid, ta question me surprend parce que en démocratie, les femmes n'ont pas moins de droits que les hommes. C'est le principe d'égalité, c'est un principe fondateur de la démocratie. Alors, là où tu as raison, néanmoins, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas puisque, comme tu le sais, les citoyens actifs dans l'histoire de la démocratie, eh bien, les femmes n'avaient pas le droit de vote à l'origine. On parlait de suffrage universel alors qu'en vérité, le suffrage n'était pas universel puisque les femmes ne votaient pas. Pourquoi ne votaient-elles pas ? C'est intéressant de bien le comprendre parce qu'on considérait que les femmes ne pouvaient pas voter parce qu'elles n'étaient pas assez libres à l'époque. Donc on est là au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi n'étaient-elles pas assez libres ? Parce qu'on considérait qu'elles étaient sous la domination de leur mari, ou certains disaient d'ailleurs sous la domination de leur curé, de leur prêtre ou de leur confesseur qui allaient les influencer. Ce n'étaient pas d'ailleurs les seules personnes qui n'avaient pas le droit de vote, il y avait aussi les domestiques.
qui, exactement comme les femmes, ont été considérées comme des personnes serviles, donc qui allaient voter comme leur maître, les militaires également, qui devaient voter probablement comme leurs généraux, ou encore les ecclésiastiques, donc les personnes du clergé, dont on pensait qu'elles allaient voter comme leur évêque, par exemple. Donc l'argument n'est pas de dire ce ne sont pas des êtres humains ou que sais-je, ou même des citoyens. Tout le monde était citoyen, mais il y avait des citoyens qui pouvaient voter, qui étaient des citoyens de plein exercice. À un moment donné aussi, ça a été les plus riches, ceux qui avaient la capacité d'accéder à l'éducation. Donc, c'était ça l'argument. Donc, évidemment, c'était un argument, alors peut-être sociologiquement, qui pouvait se comprendre, je ne dis pas se justifier, mais se comprendre dans une certaine sociologie où la femme était dominée, en effet, mais désormais, et en France depuis après la Seconde Guerre mondiale, la citoyenneté est en effet universelle, même droit, même exercice. Elle a été même abaissée à 18 ans en 1974. Donc, il n'y a pas de différence de droit. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas du tout le penser. Il n'y a aucune différence de droit, même si on peut constater, mais ça, c'est pas le droit, c'est le fait, que parfois les femmes s'engagent un tout petit peu moins en politique, notamment au niveau de la politique nationale. C'est moins vrai au niveau de la politique locale, où les femmes sont très investies, comme maire, maire M-A-I-R-E, je précise, comme maire, comme des conseillers municipaux. Et on a d'ailleurs, c'est un signe d'un dynamisme de la démocratie française. On dit qu'il y a beaucoup d'abstention, c'est vrai, mais par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont présents dans les conseils municipaux. Il y a 600 000 élus en France. 600 000 élus, ça veut dire qu'un Français sur 100, à peu près, est un élu. Voilà. Et donc, du coup, pour une démocratie qui est réputée d'être un peu à bout de souffle, je trouve que c'est un dynamisme considérable. C'est pas mal, oui, en effet. Pour conclure, nous retournons vers Marius. Marius, si on ne peut pas influencer la vie de nos dirigeants, la démocratie existe-t-elle vraiment ? C'est une bonne question qui pose effectivement peut-être l'insatisfaction ou la frustration qu'on a en tant que citoyen de voir qu'on a voté pour des personnes. Et puis, premier cas de figure, ils ne font pas exactement ce qu'ils ont dit. Deuxième cas de figure, ils aimeraient faire ce qu'ils ont dit, mais ils parviennent pas. Ils parviennent pas à réaliser. Donc, on a souvent une petite frustration comme citoyen d'être un peu déçu. Oui, c'est vrai, mais je dois dire que la démocratie est un régime un peu déceptif. Enfin, le mot est un peu compliqué, mais c'est un régime qui est voué à nous décevoir parce qu'elle nous promet beaucoup. Elle nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité, peut-être parfois le bonheur. Soyons clairs. Liberté, égalité, fraternité, bonheur, ce sont des horizons, c'est-à-dire qu'on cherche à les atteindre, mais on ne les aura jamais totalement. Et donc, il faut apprendre à vivre avec la frustration. Pourquoi ? Parce que c'est ça, vivre avec les autres. Vivre avec les autres, c'est pas suivre ses propres désirs, c'est pas suivre ses propres impulsions, c'est apprendre qu'il y a des autres à côté de nous. D'ailleurs, il y a un mot pour désigner ça va peut-être vous choquer, c'est le mot obéissance. Obéissance, au sens latin, ça veut dire, c'est ob audire, qui veut dire prêter l'oreille. Prêter l'oreille, c'est ça, obéissance. Et donc, en démocratie, on a besoin, c'est un peu bizarre de le dire, mais on a besoin d'obéir, c'est-à-dire de constater qu'on a autour de nous des autres qui ne pensent pas comme nous. Et donc, le but de la vie politique, c'est de faire en sorte que tous ces gens-là qui pensent différemment, qui n'ont pas forcément les mêmes religions, les mêmes mœurs, les mêmes manières de vivre, eh bien, ils vivent ensemble. C'est ça l'objectif, il est grandiose, c'est très important, c'est peut-être le régime qui y parvient le mieux dans toute l'histoire de l'humanité. C'est un régime en même temps très compliqué à comprendre. Si on veut des choses simples, soyons clairs, moi je vous conseille une bonne dictature, c'est beaucoup plus simple. On obéit à tel point qu'on est soumis, mais voilà, si on veut des choses un peu plus compliquées, vivre avec les autres, penser l'avenir, penser le passé, penser les règles présentes, bien la démocratie est tout indiquée. Simplement, il faut bien avoir en tête que, certes, elle nous offre des droits, mais elle nous oblige encore plus à des devoirs. Et le devoir de vivre avec les autres, donc la démocratie, c'est très, très, très exigeant. C'est pas un régime pour les nuls. La démocratie demande un peuple d'élite. Écoutez, c'est un beau mot de la fin. Il nous faut prêter l'oreille. Merci Pierre-Henri Tawainou. Je rappelle que vous êtes philosophe, maître de conférences à Sorbonne Université. Merci à tous les élèves de la classe de 3e 5. Merci à Pierre Ten, leur professeur. Merci au Collège Marie Curie. On se retrouve pour le prochain épisode de Ma classe en campagne qui sera consacré à l'environnement. Merci, au revoir.
The Conversation France. In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.